le 12 octobre, conformément à la convocation antérieure du corps électoral par le président encore en exercice, son Excellence Paul Biya, les électeurs camerounais ont procédé au choix de celui qui, pour les 7 prochaines années, aura la responsabilité de diriger l'État du Cameroun. La question majeure de cette interview, en attendant les résultats du scrutin, quels sont les scénarios en préparation en vue d'une crise post-électorale au Cameroun? Très chers internautes, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale dans laquelle nous retrouvons l'avant-gardiste, le patriote, l'homme politique, par ailleurs président du nouveau mouvement populaire, pour décrypter l'actualité camerounaise et assurer cet avant-gardisme dont il s'est donné le devoir. Il s'agit bel et bien du président Bandakani. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir, Madame Charlotte Djengelé. Bonsoir à votre co-intervieweur. Bonsoir à l'équipe technique. Je connais tous les efforts qui sont faits pour que l'émission puisse se tenir. Au regard de toutes sortes d'attaques dirigées contre nos plateformes. C'est une bonne guerre. Mais nous aussi, nous sommes préparés, nous sommes conscients des menaces qui pèsent sur nos plateformes. Parce que nous gênons beaucoup. Mais pourtant, ils se sont arrangés à nous invisibiliser, à bloquer nos vues, etc. Malgré ça, ils continuent à penser que nous sommes gênants. Et de ce fait, à chaque fois qu'on a une émission, c'est un défi à relever. Donc, c'est pour ça que je ne manque pas de vous féliciter pour votre persévérance, votre endurance, votre sagacité. Je voudrais saluer nos internautes, nos abonnés, et tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, s'investissent à fond pour que nos plateformes restent debout, de quelque manière que ce soit. Voilà, donc, bref, je salue tous les sympathisants qui sont là et qui certainement attendaient ce moment. Voilà. Merci, Président Bandakani. Comme c'est le modèle des plateformes NMP, qu'il s'agisse de président Bandakani officiel ou alors de NMP officiel, les plateaux sont souvent, très souvent, accompagnés de 2 modérateurs. C'est l'occasion pour moi de saluer celui qui m'accompagne dans le cadre de cette interview, Monsieur Mpek Leroy. Bonsoir, mon cher. Bonsoir, Madame Charlotte Djengelé. Bonsoir aux pionniers du renouveau panafricaniste, Monsieur le Président Bandakani. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Leroy Mpek. Je suis en face de vous. Monsieur le Président, vous êtes en face de nous et nous constatons que vous arborez une tenue très particulière, un tissu qui est issu du 150e anniversaire récent du port autonome de Douala. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a une symbolique particulière? Oui, oui. Nous ne sommes pas des agents publicitaires du port autonome de Douala. C'est ce que certaines voix indiscrètes pourraient penser. Non, loin de là. Nous voulons l'envoyer les uns les autres à l'émission spéciale que nous avons consacrée au 150e, c'est 150e du port autonome de Douala. Dans cette émission-là, précisément, nous avons indiqué que cette émission se justifiait par le fait que la célébration des 150e du port de Douala ne peut pas être une affaire privée du sérail, du gouvernement camerounais, pour tout un ensemble de raisons. Parce que le PAD, l'histoire du port au Cameroun, charrie beaucoup d'enjeux qui vont au-delà des enjeux liés au sérail, dans l'idée que celui-ci se fait de sa reproduction et dans l'idée qu'il se fait du port autonome de Douala. Nous avons soulevé beaucoup d'enjeux à cette occasion et nous avons précisé que pour nous, la célébration des 150e, pour nous, c'était le symbole de la souveraineté, de l'indépendance réelle du Cameroun. C'est très important. Donc, pendant que le sérail célébrait le port autonome, d'après une célébration, d'après l'idée officielle que le sérail camerounais, je parle de l'État du Cameroun, s'est fait de cette célébration, nous on allait plus loin. D'abord pour rappeler l'avant-gardisme qui était notre lot
sur la question de la souveraineté portuaire du Cameroun, quand nous avons décidé d'affronter M. Bolloré et tous ses complices au sein de l'État camerounais, qui, à travers le port autonome de Douala, qu'ils avaient reçu dans le cadre d'un bradage du patrimoine public camerounais. De nos bijoux de famille. Appelez ça comme ça, patrimoine public camerounais. Ces privatisations bradage ont livré le port à M. Bolloré. Mais en retour, derrière, c'est que derrière ça, il était question de favoriser l'accès au pouvoir de certains barons qui estimaient qu'après le président, il revenait de droit d'être président. On a pris un risque énorme. Et nous avons dit à l'époque à M. Bolloré, dans les jours, les mois, les semaines qui viennent, l'année qui vient, ça sera toi ou le Cameroun. Et quand nous disions ça serait toi, on pensait à tous ceux qui avaient derrière lui une bonne partie de l'Ando-Colonna qui était derrière M. Bolloré. Donc la célébration du 150e du port autonome dépassait ce qu'en voulait faire le sérail camerounais. Parce que le port charrie des enjeux historiques, des enjeux traditionnels. À l'époque, nous avons souligné que nous approprions ces enjeux-là en nous démarquant de tout tribalisme et de toute dynamique féodale. Mais il y a des enjeux traditionnels liés, par exemple, au peuple de la côte, au peuple Sawa. Il y a des enjeux qui dépassent de très loin le cas d'étriqué dans lequel l'État du Cameroun a voulu enfermer ce 151. Vous comprenez pourquoi, à la faveur, derrière cette tenue, je ne l'ai pas seulement portée aujourd'hui, le jour des élections, moi j'ai porté cette tenue. Et ce soir, je la porte encore. Donc ce n'est pas seulement un vêtement, c'est un discours, c'est un message qui démontre que rien, alors vraiment rien, ne peut s'opposer à l'indépendance et à la souveraineté réelle du Cameroun. Je dis bien réelle. Même l'État du Cameroun ne peut pas s'opposer à ça. Donc il faut que les gens soient conscients de ce qui est en train de se jouer. La puissance qui est au Cameroun, là, qui accompagne ce pays dans ce tournant que nous négocions pour l'indépendance et la souveraineté réelle du Cameroun, je précise encore, aucune force au monde ne peut se tenir devant cette puissance. Aucune. Donc c'est pour ça que j'ai apporté cette tenue. Voilà. Nous vous reconnaissons cette empreinte de aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, président Madakani. Ça fait évidemment, ça fait 2 jours que l'élection présidentielle s'est tenue sur l'étendue du territoire camerounais. Vous qui êtes président d'un parti politique, le Nouveau Mouvement Populaire, et vous êtes un homme politique avéré. Nous voulons bien savoir quelle est votre réaction et celle de votre parti après cette tenue de l'élection présidentielle. Bon, d'abord, il faut rappeler que pour nous, au niveau du LMP et au niveau panafricaniste, nous avons considéré que cette élection était particulière. Dans quel sens, président? C'est pour ça que nous n'avons pas été candidats. D'accord. Nous n'avons pas revenu sur les émissions les éléments que vous avez mis en avant pour expliquer ça. Nous avons dit à chacun sa présidentielle. Parce que nous savions que c'était un tournant majeur pour le Cameroun. Nous étions au fait de toutes les dispositions qui avaient été prises par la France. La France, ennemie du Cameroun, l'État français, ennemi du Cameroun et ses agents locaux, dispositions qui avaient été prises pour déstabiliser le Cameroun et fausser ce tournant dans le sens, comme ils ont fait dans les années 50, 57, 57, de 55 jusqu'aux années 60, tout ce que la France a fait pour empêcher le Cameroun d'être indépendant au sens réel du mot. La France est en train de répéter le même scénario à l'heure actuelle au Cameroun. Et cette élection présidentielle était la phase culminante de ce processus que la France a mis en œuvre depuis des années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé en 2018. C'est depuis des années que la France est dans ce processus visant à opérer un remède de ce qu'elle a fait au Cameroun à l'orée des années 55-60, orées qui se sont avérées déterminantes pour l'indépendance du Cameroun. Révalication de l'indépendance, de la souveraineté qui était portée par l'UPC originel, pas ce qu'on voit aujourd'hui là. L'UPC originel. Donc nous sommes au fait de tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que le vrai Dieu, comme moi je l'appelle, a suscité le Cameroun comme foyer du panafricanisme renaissant. Il faut que les gens comprennent très bien l'enjeu là. Depuis 15 ans,
dans la Renaissance panafricaniste, je l'ai toujours dit, un lien vital, essentiel, substantiel avec le Cameroun. J'avais toujours indiqué que l'apothéose serait au Cameroun. Donc, le mouvement panafricaniste renaissant n'est pas un fait du hasard comme ça. C'est aussi une anticipation sur le plan français contre le Cameroun, contre l'indépendance réelle du Cameroun. Parce que n'oubliez pas ce que les gens appellent contentieux historique. Je ne dis pas ce mot, il n'y a pas de contentieux, c'est la guerre. La France est en guerre avec le Cameroun depuis les années 57. Je veux dire, elle a colonisé le Cameroun, mais à partir du moment où les Camerounais se sont organisés comme en mettant sur pied l'un des mouvements de libération nationale les plus puissants de l'histoire du XXe siècle, l'UPC, la vraie, il faut toujours distinguer la vraie par les histoires, les débris qu'on voit aujourd'hui là. Depuis ce moment-là, la France est entrée en guerre avec le Cameroun. Cette guerre a connu sa phase culminante depuis 1955 jusqu'aux années 70, 71, avec l'assassinat du dernier chef historique de l'UPC, le grand patriote, le grand dirigeant historique Ernest Ouandjé, que des idiots ont appelé Bandit au Cameroun. Bandit au Cameroun. Donc, cette guerre-là, c'était une phase militaro-politique qui a connu donc son point culminant avec l'assassinat d'Ernest Ouandjé et ses compagnons. Après, elle est devenue madrée, très madrée, diplomatie, etc., pour ressurgir avec l'épisode de 84, l'arrivée du président Biya au pouvoir de 84. Jusqu'à là encore, il était masqué par les figures massives du président Ahidjo. Et ça, donc, on a fait laisser croire que c'était un conflit, c'était une guerre de pouvoir opposant le président Ahidjo au nouveau président Paul Biya. Mais c'était toujours cette guerre que la France continuait à l'égard contre le Cameroun. Et dès les années, face au retour, avec le retour entre guillemets, au multipartisme, les Américains vont déclasser la France. L'ambition française va être tempérée par la volonté américaine de déstabiliser le Cameroun. Et il y aura une espèce de compromis de raison dans le camp rouge-latiste, dans le sens que, bon, ok, on fait le dos rond face aux Américains. La France a fait le jeu, a fait semblant de soutenir le Cameroun en considérant que M. Foundi n'était pas dans leurs affaires. Mais ça va continuer. Et à partir du moment où les cinquantenaires de l'indépendance du Cameroun sont célébrés, ce qui commençait à rendre caduques les accords secrets de coopération, etc., la France va relancer cette guerre-là, visant à empêcher le Cameroun, n'est-ce pas, d'épouser la tangente naturelle de son destin, à savoir l'indépendance, la souveraineté, au détriment de la France. Les choses doivent être dites clairement, au détriment de la France. Donc, c'est ce processus qui a mûri, qui mûrit, et qui, une fois de plus, culmine aujourd'hui. Il y a eu les séquences de 2018. Ça culmine aujourd'hui avec cette élection présidentielle de 2025. Nous n'avons jamais considéré que c'était une élection normale. Le Cameroun est le seul pays qui va à une élection alors qu'il est en guerre, avec une puissance étrangère qui est montée en puissance dans sa volonté déterminée de déstabiliser notre pays et de bloquer le processus historique qui conduit à notre indépendance réelle et à notre souveraineté. Je répète, le Cameroun est le seul pays qui va aux élections alors qu'il est en guerre avec une puissance. Boko Haram, tous les indicateurs sont là pour le démontrer, la France ne cache même pas, ne cache même plus. Donc, de ce point de vue, nous, on a observé cette élection, ce prisme-là. Et nous avons dit, nous, on n'est pas candidat à l'élection présidentielle. On avait tout pour être candidat, on a refusé. Ça n'est pas emprunté un parti Yango qui nous aurait dépassé, je vous rassure. Tout était là pour ça. Nous avons refusé pour nous consacrer à veiller sur le Cameroun, au-delà des ambitions présidentielles des uns et des autres. Donc, je suis simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le plan est mûr, tout le monde voit. Tout le monde voit, le plan est mûr, la France est en première ligne, à travers ses agents locaux, les Tiroma, toute cette bande-là, en première ligne pour vouloir déstabiliser notre pays en procédant, en transformant l'élection présidentielle en coup d'État. C'est-à-dire qu'on va aux élections, mais pour faire un coup d'État. Voilà.
Président Balakani, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes resté à l'écart pour veiller sur le Cameroun. Et après le déroulement de cette élection, à partir des attitudes des différents candidats qui ont participé à cette élection, est-ce que, selon vous, vous observez une attitude plutôt républicaine ou alors anti-républicaine? Quelle républicaine? C'est-à-dire respecter les instances qui sont habilitées à proclamer, à dire quoi que ce soit concernant cette élection. Il n'y a aucune attitude républicaine, on le savait dès la campagne. On savait qu'à partir du moment où M. Kanto a été invalidé, c'était le plan A de la France. La France a mis en branle le plan B. Et ça a débouché sur quoi? Sur une espèce de fusion FSNC. Je te rappelle pour le nom de ce maudit parti-là. FSNC. Ça a débouché dans une fusion FSNC et MRC. Ça se voit, tout le monde a vu. Justement, tout l'appareil, tout le mécanisme, toutes les structures que la France a mis en œuvre pour déstabiliser le pays avec M. Kanto, on a transféré ça simplement chez M. Chiroma. Et dès le soir des élections, son appareil, ses réseaux ont commencé à publier les résultats. C'est une déclaration de guerre contre le Cameroun. La publication des résultats est une déclaration de guerre contre le Cameroun. Donc nous, là, on n'est plus dans les élections. Pour le même peu, les élections sont finies depuis très longtemps. À partir du moment où les gens vont aux élections en disant que, en signant sur l'honneur de respecter la loi du pays, ils ne sont pas obligés d'aller aux élections. On a forcé personne à être candidat. Vous allez aux élections, il y a une déclaration sur l'honneur. Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas accepter que les organes vous désignent candidat et après les dénier la qualité de proclamer les résultats. Donc, là, on n'est plus dans les élections. Nous sommes dans une situation où ces gens ont déclaré la guerre contre le Cameroun. Et le Cameroun doit réagir en conséquence. Donc pour le LNP, la position est claire. Ne me parlez pas de position républicaine. Elle est où cette position républicaine? Elle est où? Montrez-moi un seul parti qui a une position républicaine. Il ne s'agit pas de la République ici. Il s'agit de Cameroun. Je ne sais pas ce que vous appelez République. Mais on parle de quoi? Est-ce qu'il est normal que un candidat et ses réseaux commencent à publier les résultats dès 18 h? Aussitôt que l'élection est passée, on a dit qu'ils ont commencé à proclamer les résultats. C'est une déclaration de guerre contre le Cameroun. Donc le Cameroun est en guerre. Moi, au NMP, moi, je ne parle plus d'élection. Voilà, le Cameroun est en guerre contre la France. Et ces petits mercenaires, dont M. Thiron Bakary. Voilà. Mais, Monsieur le Président, vous avez parlé là du déplacement des infrastructures médiatiques et de toutes les infrastructures derrière la mouvance MRC vers le FSNC qui, dès la fin du scrutin, 18 h, s'était déjà autoproclamé vainqueur. Monsieur le Président, on commençait à publier les tendances. Avait déjà commencé à publier les tendances, incitant par là à se déclarer comme vainqueur. Non, le coup d'État a commencé. Mais, Monsieur le Président, nous avons observé une réaction de l'État ferme. C'est un remake de 2018. Lorsque le NMP s'engage en disant qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun, je ne compte pas sur l'État du Cameroun. Qu'il fasse ce qu'il veut. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est pas que l'État du Cameroun montre sa connivence avec ce type de comportement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? L'État camerounais a fait quoi? Donc nous, on fait notre travail. Donc, je dis qu'à partir du moment où ces gens ont commencé à proclamer leurs résultats, à les publier, ils étaient déjà en guerre contre l'État du Cameroun, contre le Cameroun. Le Cameroun est en guerre. Donc, vous êtes le seul pays au monde qui fait les élections est en guerre. Malgré tout, des gens s'engagent, disent que, ok, nous le connaissons, le cadre légal qui organise les élections, ils font une déclaration sur l'honneur. Ils sont validés, attendez, je vous en prie, ils sont validés par cette structure comme candidats. Oui. L'article 137 du Code des élections stipule que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Bon, convoquez les articles si vous voulez, ça vous engage, et donc ils s'en fichent de ça. Vous voyez que M. Thiron ne connaît pas ces articles-là. M. Kanto ne les connaît pas. Toute l'infrastructure qui est en place pour faire le coup de comme M. Lafranc, ils connaissent tout ça. Vous voyez comment ils instrumentalisent ça, puisque voyez avec quel... Les gens étaient prêts à brûler ce pays pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous avez oublié? Bien sûr. C'était donc pour ça. Pourquoi vous voulez brûler le Cameroun pour être candidat? En sachant que voilà ce que dit la loi. En sachant ce qu'on attend d'un candidat à l'élection présidentielle. En termes de respect de la loi.
Donc, ce n'est pas une affaire de loi. Vous avez dit que, attention, les décrets par l'OTAN. Si les gens veulent se servir de la République pour accomplir leur dessein, mais il faut les retrouver dans leur terrain. C'est la guerre, monsieur. Le Cameroun est en guerre. L'État du Cameroun doit considérer qu'il est en guerre. Parce qu'à Lyon, c'est comme si quoi ça débouché après. La Côte d'Ivoire, dans l'état où elle est, d'ailleurs, en passant, notre ambassade en Côte d'Ivoire aurait été saccagée. N'est-ce pas? Elle a été vandalisée. Alors, vous voyez que c'est par hasard, c'est M. Ouattara qui organise ça. Je dis que c'est M. Ouattara qui est derrière ce saccage dans l'ambassade. Et vous avez vu ce qui était préparé en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, on est en guerre. Dès qu'on touche à votre ambassade, vous êtes en guerre, monsieur. Vous parlez de quoi? On parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Ces gens sont dans une logique de guerre. C'est sur ce terrain qu'il faut mobiliser les Camerounais à l'heure actuelle. Ceux qui aiment ce pays doivent se mobiliser pour le Cameroun. Ceux qui veulent entrer dans ce jeu, qui basculent là-bas, on va faire la guerre. C'est clair. Il faut que les Camerounais prennent ses responsabilités. On n'est plus dans les élections, on est dans la guerre. Et c'est la France qui est devant cette guerre en utilisant ces fonds de service pour le mettre Chiloma et consort. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Président Malakani, parlant d'être en guerre avec toutes ces forces qui travaillent contre l'Afrique, contre le Cameroun en particulier, dans cette période électorale sensible, nous avons vu l'un des leaders respectés d'une fraction de l'UPC, M. Anicet Ekane, et M. Ndjekam Tchameni, qui ont rendu public un communiqué dans lequel ils affirmaient que le candidat Issa Chiroma a gagné l'élection avec un pourcentage de 60 à 80%. Qu'est-ce qui leur est réservé comme sentence dans le cadre de leurs actions? Ou alors ils cherchent, quelle est la manœuvre, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait à mettre en œuvre? Est-ce qu'ils sont toujours dans cette mouvance-là? Je vous en prie, excusez-moi, je vais faire le téléphone. Tout à l'heure, je vous ai, revenant dans votre question, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'UPC originel. Tous ceux qui connaissent l'histoire de l'UPC savent que dès l'assassinat d'Ernest Wandé, l'histoire de l'UPC, c'est une autre histoire. Chacun tire la couverture de son côté, chacun tire son morceau. Le problème, ce n'est pas ce que ces gens écrivent, ils répondront de leurs actes. C'est le comportement du candidat. Puisque c'est lui c'est M. Chiroma qui est le candidat de cette plateforme. Donc, c'est à lui, il est responsable de ce que ces gens-là disent. Soit il se démarque d'eux, soit il assume. Oh, il a assumé. Il a assumé. Il a assumé. Dans le cadre de la loi camerounaise, ces plateformes-là ne sont pas reconnues. Hein. D'accord. Donc, voilà, donc moi, on ne parle pas des gens qui agissent. Ces plateformes ne sont pas reconnues. C'est le candidat. Le candidat, c'est le candidat Chiroma du FSNC. Donc, M. Anicet Ekane et John Kamni répondront de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes. Je dis que le Cameroun est en guerre et ils vont répondre de leurs actes. C'est le candidat Chiroma qui nous intéresse. Deuxièmement, pour aller en profondeur dans votre question, ce n'est pas la première fois dans le cadre de l'élection présidentielle où les morceaux de l'UPC se comportent comme ça. Et qui en reste. Je voudrais vous rappeler qu'en 92, au plus fort des revendications démocratiques, en 92, M. Robelin, agissant pour le compte de l'UPC, avait soutenu M. Chiroma. Monsieur Bello Bamegari, vous voulez dire. Voilà, M. Bello Bamegari. Et vous reviendrez, ce n'est pas le fait du hasard, il n'y a pas de hasard. Ben, à l'époque, vous croyez que M. Bello Bamegari était candidat, pourquoi? On était déjà dans le nordisme. On y était déjà. Sauf qu'à l'époque, une fraction de la famille jolatiste, incarnée par le Tiers Manfondi, a marginalisé les gens du Nord. Pendant le nordisme, la fraction jolatiste nordiste, la famille jolatiste, elle est vaste, nordiste, a été marginalisée par une fraction jolatiste portée par M. Fondi, qui, à un moment donné, a épousé la dimension nationale de nos revendications à l'époque. C'est en cela que la candidature de Fondi a une dimension historique, parce qu'on voit aujourd'hui là, est réellement populaire à l'époque. Et quand Robelin a soutenu M. Bello, l'UPC Madidem, la fraction qui s'estimait la plus authentique, était dans l'union pour le changement. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, comme d'autres fractions soutiennent le chef de l'État, etc. D'autres fractions sont allées derrière Keremoula. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est qu'aujourd'hui,
la fraction incarnée par Anissé Kane, pour ne parler que de lui, convoque des arguments indéfendables, je dis bien insoutenables, pour soutenir M. Chiroma. C'est-à-dire qu'il faut donc revenir sur les arguments qui sont mis en avant. J'espère que c'est prévu dans votre question. Je ne sais pas si c'est prévu dans les questions, pour justifier, n'est-ce pas, ce soutien. Aucun argument n'est valable pour justifier ça, aucun. Que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan stratégique. On ne peut pas justifier le soutien aujourd'hui de M. Anissé Kane à M. Chiroma. Ce n'est pas justifiable. Quand on connaît le contexte qui prévaut au Cameroun. Est-ce que c'est une imprudence, président Madakani? Non, c'est un choix. Ils l'ont assumé. Le communiqué à question n'est pas clandestin, c'est dans les pages officielles des concernés. Donc, c'est un choix. La question est d'interroger la consistance de ce choix. Comment peut-on croire que M. Chiroma peut incarner le quelconque changement au Cameroun? M. Foundi avait fait sa mue depuis très longtemps. M. Foundi n'est pas comparable à Chiroma. M. Foundi a posé des actes historiques avant d'être candidat. La marche du site la fameuse marche de Thierry Abamenda, où il y a eu Simon. C'est un acte historique que M. Foundi a revendiqué. Avec toutes les pressions qu'il y a eu à l'époque, M. Foundi a revendiqué son acte. Et depuis ce moment-là, M. Foundi a continué de 90 à 92. Je ne dis pas que le mouvement a commencé à le Foundi, pas du tout. Mais la dynamique a pris une autre dimension après le procès Mongandiawe. Votre serviteur était déjà un acteur déjà à cette époque. J'étais là, je sais de quoi je parle. J'étais là, après le procès Mongandiawe, la dynamique, la marche de Bamenda qui a débouché sur les 6 morts a été comment on dit ça, un catalyseur puissant qui a boosté le mouvement de revendication démocratique. Et Foundi, depuis ce moment, ne s'est plus arrêté. Donc, de 90 à 92, M. Foundi a assumé. Donc, il y a eu une mutation d'un individu Foundi qui était visé par tout le monde. C'est un ancien membre du RDPC, oui, mais il était un membre marginal du RDPC. M. Foundi n'avait jamais été ministre dans ce pays. Il était un membre marginal. Donc, il a porté la dynamique jusqu'au 92. Il a assumé et le peuple, j'ai dit que le Cameroun a été paralysé dans pratiquement 7 provinces du Cameroun. Bellemort, pendant plus de 6 mois, avec près de 500 morts officiellement comptés. Je ne cite pas les blessés graves qu'il y a eu dans ce pays. Et il y avait une vraie mobilisation populaire, cette fois-là vraiment populaire, qui n'avait rien à voir avec le communautarisme qu'on voit aujourd'hui, qu'on veut maquiller derrière le candidat du consensus. Non, il n'y a pas ça. Il a même dépassé le clivage anglophone-francophone. Il a dépassé ça. C'est comme ça qu'il est devenu candidat de l'Union pour le changement à l'époque. En dépassant le clivage anglophone-francophone. Donc, il n'y a pas ça. Donc, quand on nous dit que, bon, il faut être là où il y a les masses, comme j'entends certains arguments, comme à l'avant, il y a quelle masse derrière Chiroma? Il y a quelle masse? Ils avaient mis comme premier argument qu'il avait une popularité, il avait un soutien populaire. Il y a quelle masse? Il n'y a aucune masse. Il y a des fractions communautaires. Et ça se voit. Il n'y a pas de mouvement national derrière M. Chiroma. Il n'y a pas de mouvement national derrière Chiroma. Il y a un transfert chez M. Chiroma de toute l'infrastructure mobilisée par la France, le réseau français, pour les services au Cameroun. C'est ça qui fabrique M. Chiroma. Et fabrication médiatique. Ou par un ensemble de procédures, on peut mobiliser 1000 personnes, devient 100 000 personnes. Donc, tout ça est connu. Donc, je vais démontrer qu'est-ce qui peut justifier le soutien à Chiroma. Qu'est-ce qui peut justifier le soutien à M. Chiroma? Chiroma est dans quelle démarche persiste? Lorsque la dynamique, parlons comme ça, si on estime que bon, c'est que ça de rapport de force au sein de l'opposition, je suis d'accord. Dans ce cas-là, en soutenant M. Chiroma, M. Anissé Kane et les autres, peuvent-ils démontrer quel moyen de contrôle ils ont sur Chiroma? Est-ce qu'ils peuvent nous démontrer quel moyen de contrôle ils ont sur M. Chiroma? Parce que quand on estime qu'on est en position de force et que bon, ok, on estime que par son génie personnel et par l'expérience politique qu'on a, on peut faire ce genre de jeu.
qui consiste à vendre à M. Chiroma le fait qu'on est des opposants historiques. Parce que Chiroma n'avait pas cette légitimité, il n'avait plus. À partir du moment où il a fait 20 ans pratiquement au service du président Biya, il n'avait plus cette légitimité, bien qu'il ait été opposant dans les années 90. Opposant à M. Biya. Mais il n'avait plus cette légitimité puisqu'il a fait 20 ans au gouvernement. Donc, il démissionne à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, il n'est plus considéré comme un opposant. Donc, on estime que, bon, en venant lui vendre le statut d'opposant historique, il le légitime. Mais en dehors de lui vendre ça, quels moyens ont-ils pour contrôler Chiroma? Parce que dans les années 92... Monsieur le Président, peut-être qu'il compte sur sa bonne foi politique. Non, c'est plus sérieux que ça. Je vais y arriver. Dans les années 92, les EPCistes contrôlaient la rue. Quand tu avais 1000 personnes dans la rue, vous avez 500, 600 qui étaient EPCistes. La rue était rouge. Ça, je vous donne des faits historiques. La rue était rouge. Aujourd'hui, vous allez sur Chiroma, alors que vous n'avez pas, votre nous sommes mobilisés. Dans ce cadre-là, de quel poids pesez-vous auprès de Chiroma pour l'empêcher de vous utiliser comme comment je vais rappeler ça? Parce qu'il faut rappeler l'histoire. Ça s'est passé. On est sur André Marie Bida, l'épisode là. Daniel Kemaljo avait joué ce jeu à l'époque. Je déstabilise André Marie Bida, je suis avec Aïdjo, mais après, quand il a osé s'opposer à M. Aïdjo, on l'a broyé. Donc, supposons, parlons de l'impossible, l'inacceptable. Dans le scénario où M. Chiroma serait président, les lycées Kanendjokam auront qu'un moyen pour l'empêcher, par exemple, de revendiquer le plein pouvoir une fois assis, de venir comme président. Puis c'est ce qu'il devait faire. Si le président, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il devait faire. Donc, il n'y a aucun argument qui peut justifier cette alliance. Aucun. Ni tactique, ni stratégique, ni politique. Moi, je suis l'alliance comme Chiroma. Donc, c'est grave. C'est comploté contre le Cameroun. Quel est donc l'objet de cette alliance, M. le Président? Allez le demander. Je ne veux même pas m'attarder sur eux. Mais je vous dis que, à partir du moment où vous comprenez que l'infrastructure, tout l'appareil qui a été mis en place pour porter M. Kamto a été transféré chez M. Chiroma au point de dissoudre de facto le MRC dans le FSNNC, le débat est clos. Le débat est clos. On avait eu cesse de déclarer que M. Thibou Ce sont tous les candidats de l'étranger. Représentait le plan B de la France. Mais c'est clair. Chaque planète a sa propre guerre.